Le football, ce sport gigantesque qui fait vibrer les foules et occupe littéralement le temps libre des gens. Pour certains, c'est comme la messe du dimanche, qu'ils ne peuvent pas manquer. Mais quel est le rapport avec l'occultisme? Qui l'a inventé? On parle beaucoup des messages subliminaux des footballeurs dans de nombreuses publicités. Et même lors de célébrations. Mais dans cette vidéo, on va remonter à la source pour découvrir à quel point toutes ces rumeurs sont fondées. Un symbole auquel on a associé souvent Lionel Messi et qu'on a vu dans de nombreuses séances de photos avec Lionel Messi est la chèvre, ce qui est pour le moins curieux, car cet animal est intimement associé aux Covens et à leur adoration de Lucifer. Sans aller plus loin, Baphomet a la même tête que cet animal. De plus, ces messages subliminaux ne sont pas non plus exclusifs à Cristiano Ronaldo ou Messi, qui sont peut-être plus marquants du fait de leurs répercussions plus médiatiques. Lors de la Coupe du Monde en Afrique, un ballon a été mis en circulation sous le nom de Jabulani, bien qu'officiellement il soit dit que ce nom lui a été donné parce qu'il signifie célébration en zoulou. La vérité, c'est que le nom est très similaire à Jabulon, qui fait également référence à Lucifer. D'ailleurs, le mot Jabulon, parfois orthographié Jabulon ou Yabulon, apparaît dans certains rituels de haut grade maçonnique. Son origine et sa signification exacte ont été à l'origine de controverses. Il semble que le mot Jabulon apparaisse pour la première fois dans des rituels maçonniques français du début du XVIIIe siècle, à savoir l'une des premières versions de la légende maçonnique de l'Arche royale. Tout aussi curieux si ce n'est plus, c'est le fait que le gardien de but en espagnol reçoit le surnom de Cancerbero, Cerbère, un personnage qui fait référence au chien à 3 têtes qui garde l'enfer, et que l'on a déjà vu dans la vidéo d'analyse des messages occultes du film Retour vers le futur, sur cette même chaîne. Si on se déplace en Espagne, plus précisément dans le sud, à Séville, on peut voir que dans le blason du Real Betis, par exemple, il y a une allusion claire. En 1957, le Real Betis a changé son ancien blason. Bien que l'ancien était simplement un cercle avec les lettres R et B au centre du cercle, après le concours pour présenter le nouveau blason, ils ont décidé d'utiliser le triangle inversé faisant une claire allusion au symbolisme numérique, où 3 est la Trinité, en plus d'avoir 13 barres. Or, 13 est le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie, car il signifie l'accès à la connaissance par l'alchimie. Toutes ces relations sont très frappantes, puisque le président de l'époque était José Ignacio Mantecón Navasal, qui appartenait à la loge maçonnique de Constancia. Un autre fait curieux est qu'en Argentine, le club de River Plate a baptisé le stade Monumental en l'honneur d'Antonio Vespuccio Liberti, un célèbre franc-maçon, et que la bande rouge fait clairement allusion aux tenues des maîtres maçons. En fait, ce n'est pas un mystère non plus, puisque le club est né de la loge maçonnique Liberi Pensatori à la Boca. Grâce au franc-maçon Léopold Bard. De retour en Espagne, le cas du Football Club Barcelona est pour le moins curieux. En 1899, un communiqué rend officielle la création du Football Club Barcelona par l'intermédiaire de son fondateur Joan Gamper, fondateur des 2 clubs de football, le Fußball Club Zurich et le Football Club Barcelona, équipe qu'il a présidée pendant plusieurs années. Bien que l'on raconte que les couleurs du FC Barcelone ont été choisies en référence au club suisse de Bâle, la réalité est un peu plus frappante, et l'un des indices se cache sur le passage San Juan dans la bibliothèque d'Arus. Dans un coin discret est accroché un tableau en couleur encadrée, signé par un certain D'Artagnan, et représentant une allégorie de la loge Avant, sous la forme d'un visage féminin coiffé d'un bonnet phrygien, montrant la loge Avant peinte en bandes rouges et bleues. Mais quel est le rapport avec le Football Club de Barcelone? Eh bien, il s'agit de la loge dont Emilio Gesser, un parent de Joan Gamper, était membre et qui a également hébergé le fondateur lors de son passage à Barcelone. Les couleurs du tableau sont les mêmes que celles du Football Club Barcelona et que celles du Rite d'York.
De retour en Argentine, et en remontant bien plus loin encore que la création de River Plate, on peut retracer les origines du football avec le Britannique Alejandro Watson Hutton, qui a promu le football dans les écoles argentines, c'est-à-dire promu par un membre de la loge maçonnique Excelsior, numéro 617. La mathématique combinée à la symbologie est également pour le moins curieuse sur le terrain de football, où on peut voir le nombre 11 comme une constante, puisque le 11 est le nombre dans lequel la loge peut être juste. Et précisément, il y a 11 joueurs qui composent l'équipe sur le terrain. En outre, 11 mètres représentent la distance entre le point de pénalty et le but. Le rayon de 9 mètres et 15 cm forment les 3 cercles sur le terrain. Le point de pénalty marque l'appui du compas sur les 2 cercles de gauche et de droite. En outre, la largeur du cercle détermine également la taille de la petite zone. L'angle de 90 degrés est visible dans les 4 corners, mais aussi dans les minutes de la durée du match, qui est également de 90 minutes. Si l'on enlève la porte du gardien de la ligne de fond, la surface derrière le but s'élève à 16 mètres et demi de chaque côté, ce qui correspond au fameux chiffre 33 en total. Si quelqu'un pense qu'il s'agit d'une coïncidence, il convient de noter que le football lui-même a été fondé en tant que sport en 1863 dans une taverne de francs-maçons, appelée aujourd'hui The Freemasons' Arms, les armes des francs-maçons. En remontant dans l'histoire des jeux, on constate qu'en Mésoamérique, dans toutes les régions où l'on trouve des pyramides, il y avait aussi des jeux de balles, où le sol représentait le monde souterrain et la balle le soleil. De plus, on disait que celui qui gagnait était protégé par les dieux. Donnez-leur du pain et du cirque, une expression popularisée dans la Rome antique, où le pouvoir s'est rendu compte qu'il suffisait de donner de petites quantités de nourriture et des divertissements de mauvaise qualité pour obtenir l'approbation de la plèbe et ainsi accéder au pouvoir. Aurélien, par exemple, a distribué du blé à plus de 200 000 personnes, en plus de ses divertissements de piètre qualité. Cette pratique s'est poursuivie également avec Jules César, qui a même augmenté le nombre de personnes de plus de 100 000. Aujourd'hui, on se rend compte que ce type de symbolisme se retrouve également sur le terrain de baseball et qu'il fait aussi clairement allusion au schéma commun que l'on a vu dans le football. Et ce n'est pas étonnant puisque le fondateur de ce sport est Alexander Cartwright, membre de la loge Hawaii numéro 21 de la Grande Loge de Californie. Si l'on change de sport, on constate qu'il en va de même pour le basketball, sport également fondé par James Naismith en 1891, membre de la loge Russell Lee à Springfield, Massachusetts. Il semblerait que ceux qui dirigeaient ces lieux dans le passé continuent à les faire fonctionner de la même manière aujourd'hui. On peut en déduire en examinant les anciens schémas, que le système de gouvernance est fondamentalement le même, mais qu'on l'a actualisé. En ce qui concerne le football, on peut conclure que le terrain représente le monde souterrain, et les gardiens de but à côté des buts sont l'entrée dans le monde souterrain. En outre, les connotations astronomiques sont clairement visibles dans les cercles indiquant les phases lunaires, où l'on trouve absolument tous les cycles. Premier quartier, premier croissant, lune gibbeuse, dernier quartier et pleine lune. En outre, si l'on remonte à l'Antiquité, on peut conclure que le ballon est une représentation du soleil. Il est logique de penser que ces jeux ont été conçus selon le même modèle au fil des générations et par les mêmes maîtres qui ont utilisé la pyramide comme pierre angulaire. C'est-à-dire que ni le modèle des architectes des pyramides d'Amérique centrale, ni celui des architectes égyptiens n'ont disparu, mais qu'ils continuent à concevoir non seulement le système de consommation reflété dans le célèbre billet de $1, mais aussi dans les profondeurs de la conception de nos sports modernes. Bref, malgré l'apparition et la disparition de différents pays, cultures et civilisations, le modèle commun s'avère être le même. Une géométrie détaillée dans les différentes cathédrales, les symboles
Et comme on l'a vu même dans le sport, et puisque ce schéma se maintient à travers l'histoire et les civilisations, la question qui se pose est la suivante. Est-ce à cause d'eux que toutes ces civilisations ont disparu à la fin de la journée? On constate que malgré la chute de différentes cultures, ils prévalent et continuent à concevoir l'ensemble de la société moderne. Il est d'ailleurs logique que les architectes des pyramides eux-mêmes aient eu accès dès leur époque à une technologie qu'aucun être humain ordinaire ne pourrait jamais mettre en œuvre à l'époque médiévale. Une autre question qui invite à la réflexion est la suivante. S'ils ont pu construire la pyramide avec une précision et une taille enviable il y a de ça bien longtemps, ont-ils utilisé tout le potentiel technologique de l'époque? Ce que l'on voit sur le plateau de Gizeh est tout simplement normal pour ces architectes, puisqu'ils ont même laissé des hiéroglyphes sur la pyramide elle-même. Où sont-ils aujourd'hui? S'agit-il seulement d'une petite société secrète composée de quelques personnes? Ou s'agit-il d'une culture qui en compte beaucoup d'autres, mais qui ont quitté ces lieux? Se trouvent-ils dans des endroits dont on ignore l'existence? S'ils disposaient déjà d'une technologie de pointe à leur époque, de quelle technologie disposent-ils aujourd'hui? Pouvons-nous faire partie de leur jeu? Sommes-nous en train d'errer sur leurs anciens vestiges et sont-ils en train de jouer avec nous? Est-il cohérent de penser que quelqu'un qui disposait d'une technologie aussi précoce ne se baladerait pas parmi nous, bien entendu, au milieu des drames, de la pollution, de la haine et des conflits? En fin de compte, on a vu plusieurs jeux modernes conçus selon un schéma commun. Peut-on faire partie d'un jeu encore plus vaste? À vrai dire, je n'exclus rien. Mais en attendant, donnez-leur du pain et du cirque. Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans le Saint-Coran, sur les anciennes civilisations et leurs technologies dont on ne pourra jamais les surpasser, comme celle du roi Salomon par exemple. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.